Aujourd'hui, l'époque a tendance à nous faire penser, à nous faire croire que chasser, c'est barbare. Ou des militants, parfois fanatisés et souvent pleins d'idéologie, extrémistes souvent aussi, veulent effacer, diaboliser des milliers, voire même des millions d'années d'histoire humaine. Et au nom de quoi? Des idéologies modernes? On est structurellement fait pour la chasse et on a évolué pour la chasse. Le système digestif de nos ancêtres est un système digestif principalement de végétariens, feuillivores. La réalité, c'est que sans la chasse, l'humanité serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'homme est profondément ancré dans ce besoin de chasser et il éprouve même un plaisir à chasser et à tuer. Le bon lancer, ça vient quand t'as plus de prédateurs. Expliquer parce que c'est très intéressant de voir comment c'est transformé. Mais au début, on n'est pas des tueurs. Dans ce nouveau format, on va parler d'évolution, de calories, d'humanité, de survie. Et on va essayer un petit peu de placer le chasse et pêche à l'échelle de l'humanité. Et Frédéric Delavier, il est là pour nous aider. J'ai l'honneur, l'immense honneur, que dis-je, d'accueillir Frédéric Delavier. Mais quel honneur tu me fais, Fred. Je ne sais pas si j'ai réellement besoin de te présenter, mais on pourrait résumer ça. Hein. Comment tu te définirais? Est-ce que tu es auteur, référence fitness, muscu, philosophe, anthropologue? Fred, aide-moi. Un peu tout. Un peu tout ça, mais d'une façon vraiment professionnelle et haut niveau. C'est-à-dire que je le fais pas en vérité en amateur, je le fais en vrai pro et en vrai numéro 1 mondial dans tous les domaines quasiment. T'as numérique. C'est de la modestie. C'est pas de la. Alors, on dirait, je suis pas modeste. Mais non, c'est pas que je suis pas modeste, je suis objectif sur mes qualités. Quoi. En gros, je suis très mauvais, mais j'ai beaucoup de qualités à haut niveau. Non, c'est pas faux. Moi, je t'ai lu, je te suis depuis un certain temps et je peux pas te contredire là. C'est tout. C'est ça la réalité. Fred, on va embarquer. Si j'ai un petit peu voulu avoir ton avis, si je t'ai un peu invité d'une certaine manière, ben c'est que moi, tu vois, tu connais peut-être pas ma chaîne, donc je suis chaloupe, je chasse, je pêche, je fais des vidéos sur YouTube, mais la chasse, c'est un peu récent pour moi, tu vois, ça fait peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça, mais je m'y suis mis fort, tu vois. Et dans cette petite carrière, j'ai eu des petits succès, tu vois, de chasse, j'ai eu des réussites ces dernières années. Une belle chasse à l'ours, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne, les boys. Et un bel ours noir, je peux pas te le montrer, mais il me regarde là, il est là, je le montrerai au montage probablement. Un bel ours noir, j'en suis très content, j'ai eu une expérience. Quand j'étais jeune, je me promenais dans les forêts à côté d'Ottawa. Il y avait les Simples qui étaient des Canadiens mais d'origine belge, mais ils parlaient et ils avaient une propriété en pleine forêt et je me souviens que en forêt, je me baladais sur leur forêt et il y avait près des points d'eau plein de traces d'ours. Il y avait tous les ours noirs qui étaient là. Ah oui. J'étais tout seul, pas armé. J'ai dit bon, je pense pas qu'ils vont m'attaquer. C'est pas des énormes ours. C'est des petits. Mais le père Simple, il avait eu un problème quand il était étudiant. C'est des histoires de chasse aussi, hein, je peux te raconter, ou plutôt il était étudiant, donc il était en mission lui, il était à Ottawa, francophone belge, hein, il venait du Congo belge à la base. Et il avait passé ses études pour faire dans le Grand Nord. Et là, il y avait des ours blancs. Et il part c'est skidoo, hein, motoneige, c'était le nom. Hein. Les skidoo. Ouais, les skidoo. Nous, on dit motoneige, tu vois. Et on part, il me racontait qu'il était parti dans le Nord pour remplacer un autre étudiant pour faire des mesures. Et il arrive, et quand il arrive au niveau de l'attente, avec son motoneige, il devait remplacer, et puis l'autre partait avec le motoneige, et puis ils étaient là, avec les fusils, et il a retrouvé son collègue étudiant décapité, la tête mangée par un ours blanc. Oh my god, bah ouais, les ours blancs, c'est pas des ours noirs. Et quand ils ont faim, ils attaquent n'importe qui. Et alors, il a attendu dans la calorie, ils vont la chercher. À côté du cadavre du copain, tu vois, c'était pas parce qu'il faisait froid et tout. Et l'ours est arrivé, il l'a battu. Et l'ours était venu pour remanger le second, tu vois. Ah ouais, non, c'est eux la calorie c'est important pour eux, hein. Ça fait partie de leur instinct. Ça c'est de la chasse. Ça c'est de la chasse. Ah comment? Ça c'est de la chasse. Ah ouais, ça c'est de la grosse chasse là, on aime ça. Et justement, on peut enchaîner là-dessus. Tu sais, moi, je disais que j'ai eu des petits succès, ça s'est bien passé. Je me pose des questions et puis surtout, je me confronte à une réalité un petit peu sur Internet, c'est qu'il
il y a des tendances modernes. Il y a un rapport à chasse et pêche, hein, je parle toujours un peu des deux. Il y a un rapport aux chasse et pêche moderne qui est un petit peu négatif, tu vois. Et puis, je vois qu'il y a une tendance à critiquer le milieu, l'industrie, voire même à l'interdire, tu vois. Et moi, j'ai l'œil frais, moi, là-dedans, j'arrive avec mon expérience frais, personne chasse dans ma famille. Donc, je découvre tout ça, ok? Et j'ai cherché forcément à me rapprocher des corps scientifiques, de la faune, tu vois, des gens, des références du milieu, finalement, pour discuter, leur poser les bonnes questions, bien faire les choses, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut bien faire, moins faire, tu vois. Quand bien même c'est légal, il y a peut-être des choses, bon, on veut moins faire, tu comprends. Et puis, de fil en aiguille, j'en arrive à me poser cette question un petit peu, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que la chasse serait vue de manière négative, tu vois. Qu'est-ce qui fait que les gens un problème, en fait. Un peu déconnectés quand même de la réalité du monde du vivant. Oui. C'est pour ça. Oui, ça c'est clair, exactement. Les gens sont un petit peu éloignés du bois. Moi, je le dis comme ça. On est un petit peu domestiqué. On va pas employer trop ce vocabulaire, mais il y a un peu de ça quand même. Et j'avais l'intuition, tu vois, que aussi le chasse et pêche, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un sport comme les autres. C'est pas une activité comme les autres. Il y a quelque chose qui dépasse les autres sports, les autres activités. Je trouve, en tout cas, quand on parle de chasse et pêche. Et c'est là que t'interviens, Fred, parce que à l'échelle, je pense que c'est là que ça se passe. À l'échelle de l'humanité, c'est spécial, le chasse et pêche. Il y a vraiment quelque chose d'intuitif, d'instinctif là-dedans. Et ça tord un peu le bras des modernes ou des gens qui ont tendance à critiquer durement, voire même à interdire ces activités. Et moi, en tant que jeune chasseur, voilà, je voulais avoir tes avis d'anthropologue, philosophe. C'est pour ça que t'es là. Ma spécialité, c'est l'anthropologie, la paléontologie humaine et l'anthropologie. Alors, en France, on me dira, vous n'avez pas de diplôme. Moi, je vous dis, je vous emmerde. Si vous voulez, c'est pas. Je vais répondre comme ça, tu vois. Et la légitimité, je la prends parce que je connais mes connaissances et je suis un des meilleurs dans ce domaine pour avoir étudié l'homme dans son évolution et dans sa structure. Les anglo-saxons, les Canadiens, ils parlent simplement comme moi, mais les anthropologues français, les paléontologues français, ils ont un langage assez prétentieux de caste, qui est incompréhensible à l'étranger, ce qui fait qu'ils marchent pas à l'étranger parce qu'ils parlent pour montrer leur statut, alors qu'un Américain, il va parler business, c'est-à-dire qu'il va rapporter de l'argent avec son étude à son laboratoire pour continuer à bosser. Donc on est dans un autre domaine et les Canadiens ont pris, mais les Québécois aussi, c'est pas les mêmes, mais les Canadiens, si les Québécois, les Québécois sont Canadiens, on va dire même les Canadiens anglophones ou d'autres ou anglophones d'autres régions, c'est pareil. Hein, je suis alsacien, alors je comprends la nuance là. Non, mais on est structurellement fait pour la chasse et on a évolué pour la chasse. Et actuellement, c'est vrai que les gens depuis 10 000 ans font de l'élevage, ils ont encore fait de la chasse. Les Amérindiens ont fait de la chasse très longtemps, hein, puisque nous on est arrivé après. Hein. Ils n'avaient pas abandonné la chasse quand on est arrivé, alors que nous on était déjà dans des sociétés en grande partie d'agriculture et même industrialisées après. Donc on a un peu perdu ce contact à la chasse en Occident, tu vois, mais même en Asie aussi, bien qu'il ait un peu conservé. Mais on a été structuré depuis presque 3 millions d'années, on va dire peut-être un peu moins, parce que c'était pas vraiment des chasses au départ. C'est des compléments d'alimentation avec de la viande, mais on est structuré psychologiquement, physiologiquement, morphologiquement pour chasser. On a été transformé pour ça. On est les seuls animaux, on est pas les seuls animaux, mais on est une espèce qui s'est modifiée pour la chasse et pour bouffer de la viande. Après, on a perdu certaines modifications, bien sûr, puisque le monde est en permanence en train d'évoluer, hein, et on ne fait que s'adapter à des milieux différents. Mais l'homme, c'est assez récent, est profondément ancré dans ce besoin de chasser, et il éprouve même un plaisir à chasser et à tuer. Il y a un grand plaisir. Oh, les mecs vont dire, mais t'es dégueulasse. Non, il y a un grand plaisir à tuer un animal. Comment? C'est affreux. Mais c'est là qu'il y a un instinct. C'est la nourriture qui arrive. Si on n'éprouvait pas de plaisir à aller tuer une bestiole, on peut la respecter, hein. Mais on n'aurait pas survécu. Donc c'est resté en nous. Comme on a un plaisir à tuer un ennemi, c'est pareil, c'est un ennemi qu'on tue, hein, c'est affreux. Bon, maintenant c'est un papa, une maman. Ça fait partie du monde. Faut tout le temps s'extraire de nos programmations génétiques.
Mais on est vraiment fait pour chasser, et ça depuis 3 millions d'années. Alors l'histoire de la chasse, elle commence très tôt, hein, puisque à la base, on a évolué à partir d'un ancêtre commun à nous et aux chimpanzés, hein, les grands primates, hein, qui étaient partiellement bipèdes, nous, hein, donc il y a 7 millions d'années, il y a eu, même plus, 9, c'est pas à peu près, mais il y a eu une divergence entre les chimpanzés et les hommes en forêt équatoriale humide africaine, et il y en a une branche a donné l'humanité et l'autre, c'est resté chimpanzés communs et bonobos, tu vois. Mais les chimpanzés communs ont beaucoup de points communs avec nous encore au niveau comportement et au niveau structure sociale, un peu quand même. Et nous, donc on a divergé à ce moment-là. On est resté quand même avec quelques hybridations pendant 1 million d'années, un peu plus. Donc même si on divergeait, ça continuait à bézouiller de temps en temps. On va faire des migrations de gènes, hein, des deux branches divergentes. Ils étaient inclusifs à l'époque. Oui, mais ça arrive, comme il y a eu avec les espèces, c'est souvent une vision de l'esprit aussi. Hein. Tout est en nuance. Et il y a eu ce passage. Alors en forêt, on mangeait comme les chimpanzés, c'est-à-dire qu'on grimpe dans les arbres pour aller bouffer des fruits majoritairement et des feuilles. C'est ça notre nourriture principale. Et puis on rajoute des termites. Et puis on rajoute de la nourriture un peu carnée, dans le genre des galagos, comme des petits rongeurs, des petits insectivores, et tout ce qu'on trouve de petite taille, des œufs. Mais c'est pas la nourriture principale. Et le système digestif de nos ancêtres est un système digestif principalement de végétariens, feuillivores et frugivores. Frugivores majoritairement aussi, parce que le fruit génère une espèce d'intelligence de quête, puisque c'est une bombe calorique, hein, les offrandes de la nature, et les animaux vont à la recherche du fruit au lieu de rester dans les feuillages, à bouffer pendant des heures des feuillages qui demandent un temps de nourrissage énorme, puisque c'est pas très calorique, donc tu es obligé de rester toute ta journée à bouffer des feuilles. Alors que le fruit, ça te permet d'avoir du temps, des interactions sociales, donc tu vas à la quête du fruit. Quand il est bien mûr, il est rouge ou jaune. Ça veut dire que c'est la plante qui indique aux animaux qu'on peut le bouffer. À ce moment-là, tu le bouffes et tu recraches, tu chies les graines un peu partout. C'est une espèce de symbiose entre les cycles de la vie pour permettre aux arbres de s'étendre, aux plantes de coloniser de l'espace. Et nous, on nous offre cette nourriture. Ça génère cet esprit de quête et ça génère un cerveau déjà pour la quête. Et puis, le problème, c'est qu'il y a des... Donc ça tu réponds, en fait, c'est drôle comment tu as embarqué dans ma structure, parce que ça, finalement, ce que tu dis, c'est que l'évolution influe nos capacités sociales directement. Ce qui se passe, c'est que nos groupes de petits singes bipèdes se sont retrouvés par des changements climatiques, des changements de milieu, quelque part en surpopulation. C'est relatif, la surpopulation. Ils se sont retrouvés en savane arborée. Alors la savane arborée, c'est pas du tout le milieu de la forêt, c'est beaucoup plus dangereux. La forêt, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Il y a des serpents, il y a très peu de morts de chimpanzés par des serpents. En général, ils meurent soit d'une maladie, soit d'une mauvaise ingestion d'un poison. Et globalement, la première cause de mortalité, c'est la chute, puisque c'est des gros singes. Quand ça tombe, ça s'écrase sous son propre poids et ça se casse. C'est pas un petit singe qui tombe, qui rebondit, qui repart. Donc, quand tu passes en forêt, en savane arborée, bipède, là, tu te retrouves confronté à quelques problèmes qui sont plus graves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de nourriture en fruits, en feuillage, tu vois, parce que il n'y a pas assez d'arbres. Hein, on peut y monter, on peut bouffer. Donc, si tu descends au sol, tu peux pas bouffer les feuilles, les herbes, les graminées, parce que tu n'as pas un système digestif adapté comme les gros herbivores de savane. Gros herbivores, ceux que tu chasses aussi, hein, avec leurs grosses panses. Qui est là pour pouvoir faire fermenter des végétaux énormes, des intestins 10 km d'intestins, pour pouvoir par fermentation bactérienne péter les fibres de cellulose et en tirer les briques énergétiques, glucides, protéines et lipides. Donc ils peuvent pas bouffer les herbes, donc ils se rabattent sur les racines et sur la viande. Et sur la viande. Mais au début, ils sont pas adaptés pour courir et chasser. Puis s'ils grimpent encore aux arbres, ils peuvent pas lancer. Mais là, parce que c'est intéressant de parler. Comme ouais, alors, le squelette n'est pas fait pour lancer.
le bon lancer, ça vient quand tu n'as plus de prédateurs. Mais je vais t'expliquer parce que c'est très intéressant de voir comment c'est transformé. Toi, tu as des chasseurs. On va expliquer comment on est devenu des chasseurs. Exact, c'est en plein. Tu vas exactement dans la bonne direction. On lâche pas. Tueurs. Mais au début, on n'est pas des tueurs. Par contre, on grimpe dans les arbres pour se protéger des fauves qui bouffent les grands herbivores. On sort en pleine journée pour éviter d'avoir les fauves parce que, écoute, en pleine journée, les fauves ils dorment, il fait trop chaud. On peut marcher tranquillou. On marche pas super bien, mais on marche quand même. Hein. On n'est pas encore parce qu'on continue à grimper dans les arbres. T'as pas des restitutions énergétiques par des grands tendons et des plantes de pied un peu tendues avec des aponévroses plantaires, puisque tu es obligé de serrer les arbres entre tes doigts de pied, tu vois, pour pouvoir monter aux arbres. Donc, tu marches en plus ou moins bien en savane, mais lentement, relax, sur des kilomètres, mais tu peux avoir un bâton dans les bras, et comme tu grimpes, hein, tu peux taper très très fort de haut en bas, ce qui fait de toi quelque chose d'assez dangereux, surtout en groupe de petits singes. Et c'était pas des petits singes comme on peut penser, comme on pensait Rachot, quand on les reconstitue. Alors il y a moi et un labo anglais qui les avons reconstitués. C'est vraiment des chimpanzés communs sur pattes, quoi, droites, hein, avec des jambes presque humaines, avec des pieds mixtes, c'est-à-dire qu'ils ont le pouce qui se ramène au centre pour pas se péter quand ils marchent, mais ils continuent à gripper. C'est pas top, mais ils marchent quand même pas mal. Et là, ils vont avec le bâton, ils regardent les vols de vautours, observation déjà de chasseurs un peu, tu vois. Alors qu'en forêt, ils n'ont pas du tout ce système de vue. Nous, on fait du balayage comme vous quand vous chassez, vous balayez l'horizon, vous balayez la forêt pour observer et cibler. Les chimpanzés, eux, ont une espèce de mémoire vive, de mémoire d'un instant très importante, avec une rétine qui est très précis sur toute la rétine quasiment, pour pouvoir visualiser très vite. Après, ils effacent ce qu'ils ont visualisé pour pouvoir sauter et percevoir à un instant toutes les branches. Donc, ils savent en un instant où ils sont, ils récupèrent ça. Donc, ils n'ont même pas du tout la même perception. C'est pour ça que tu les vois sauter, grimper. Ils ont tout de suite la perception de l'endroit, mais après, ils l'oublient parce que c'est trop de charge pour la cervelle. Hein. C'est pas la même. Ouais, c'est de l'instinct là, quoi. C'est voilà, c'est leur œil et leur cervelle qui décode rapidement et ça s'efface parce que ça coûte trop cher en mémorisation. L'homme, il est pas pareil. Lui, il va balayer. Il a une rétine centrale fovéa. Il regarde, il avance, il voit les vols de vautours et là, il se rapproche doucement. Alors, c'était pas l'homme, c'était des australopithèques. Hein. Et avec les bâtons, et quand t'as des prédateurs de taille moyenne, et à ce moment-là, ils arrivent avec les bâtons, ils crient, ils font peur, ils tapent verticalement. Le hyène, panthère, vraiment des gros lions ou des gros félins à dents de sable, on va les éviter quand même parce que c'est assez violent, hein. C'est sûr. Ils sont faits eux pour nous manger, mais on est quand même les hominidés. Pas facile à tuer non plus, surtout en groupe. Et là, on va chercher la bouffe et on fait fuir les bestioles. On va manger sur place les muscles et un peu les articulations, hein. Et à ce moment-là, on va. Non, parce qu'on peut pas manger à cause de notre système digestif. Oui, ce qui reste, mais on peut pas manger de la vieille charogne. Nos ancêtres australopithèques étaient obligés de se rabattre. Oui. Alors, ça s'est fait très progressivement. Voilà, on n'a pas l'estomac assez acide. C'est le truc de chasseur, hein, pour pouvoir digérer de la viande avariée. Tu vois, quand t'as un chien, il renifle une merde, il la lèche, il bouffe, y a aucun problème. Il meurt pas. Toi, tu vas dans la rue, tu vois une merde de chien, tu la lèches. Ou un vomi de clochard, tu finis à l'hôpital avec une grave maladie, une grave infection intestinale. Le chien, pas besoin, il bouffe un truc. Et à tel point que même manger de la viande de prédateur, tu vois, on n'aime pas trop ça. Je sais que ça se fait un peu, etc. Mais j'ai des souvenirs comme Steven Rinella, un gros chasseur que les viewers connaissent sûrement. Le gars a mangé une fois du coyote ou pour des tournages et il a chopé peut-être pas la trichinellose, mais quelque chose qui ressemblait, quoi. Les mecs les font cuire et bouillir. Tu vois, les scouts de Rhodésie, à l'époque, il y avait des guerres d'indépendance, c'était les blancs qui étaient là-bas contre les blacks qui voulaient récupérer leurs terres, ce qui est parfaitement logique. Les scouts de Rhodésie c'était des gars qui avaient leur champ, tout ça, et qui avaient formé un peu, je crois, des armées. Ils avaient comme technique de bouffer de la charogne, mais bien la faire cuire. Tu vois, ils chassaient pas, ils récupéraient. Il faut la faire cuire parce que faut détruire les bactéries pathogènes qui sont dedans, tu vois. Et c'est toujours très intéressant à comprendre.
et qui te tuent. C'est des bactéries qui décomposent la viande, qui vont décomposer l'estomac et tout le reste, tu vas crever. Donc, nos ancêtres australopithèques étaient obligés de se rabattre sur de la charogne fraîche, donc tout de suite les vols autour, et tout de suite aller chercher les trucs, bouffer la viande sur place et ramener les os aux femelles avec de la moelle dedans. On casse les os, il y a de la moelle. Les chasseurs connaissent, hein, c'est bien riche, ça se fait griller, c'est agréable. Alors, je ne fais pas de manger, mais la moelle de, moi, je mangeais un moelle de bœuf, j'adore. Oh, c'est bon. Voilà, oui, avec du gros sel là. Top. Moi, je suis un viandophage, mais c'est génétique, c'est pour ça que j'aime bien. C'est pas par idéologie, c'est pas pour faire régime cétogène, c'est parce que j'ai vraiment une attirance. Bah non, mais toi, faut te nourrir, Fred. Avec un tour de bras pareil, là. Génétique, j'aimerais passer végétarien par respect des animaux, et je peux pas. Tu vois, j'ai un plaisir quand je vois des animaux, quand je vois des cerfs, quand je vois je pense à les manger. Tu vois, mais j'ai pas l'esprit du chasseur, j'ai pas envie de les tuer, mais je vois la bouffe, moi. Je n'éprouve pas de plaisir à tout. Ça, c'est intéressant. Je voulais te demander à un moment si tu as des expériences de chasse ou si toi-même tu as déjà chassé, pêché éventuellement, pratiqué, je veux dire. Non, ça ne me gêne pas de tuer des animaux pour les manger. Mais j'ai pas de passion pour la chasse. Tu vois, j'ai de passion pour les manger. La viande de cerf, la viande de sanglier. Ça va avec. Quand je vois un animal comme ça qui est dans la nature, j'en ai plein autour de chez moi. Ici, on a les plus gros daims d'Europe. Et au bout de la rue, j'ai un élevage de daims, la Hongrie, c'est ça, de daims, de cerfs et de sangliers. Et de sangliers. De sangliers, peut-être bien. Et on a les plus gros. Ouais. Les cochons, les fameux on a plein cochons de cochons laineux aussi. Mais bon, ça, ici, c'est comme du cochon normal. Hein. C'est la mode. On peut dire qu'on a du cochon laineux, c'est du mangalitsa. Mais ici, on a plein de trucs. Je suis dans la campagne. Je suis des fois à Budapest, mais là, mon bureau est à la campagne parce que je suis relax. Donc, nos ancêtres mangeaient de la viande comme ça, la ramenaient aux femelles. Les femelles qui avaient l'habitude de casser des noix aussi, un peu, cassaient les os, récupéraient la moelle, les articulations. C'est plus facile de trimballer des os que de trimballer des gros morceaux. Hein. Donc, faut pas. Ah oui. C'est un enfer de sortir des fois les bêtes du bois là. Quand t'as tué un orignal qui fait 700 kilos là. C'est évident, tu vois. Et ils ramenaient ça aux femelles et qu'ils échangeaient sexe contre énergie, d'où le partage des tâches. Les femelles près des arbres à remonter en cas de prédateur, échangeant du sexe contre de la nourriture et de l'attention aux mâles, alors que les femelles chimpanzés, c'est elles qui nourrissent leurs petits. Donc on a une humanité développement social à naître par ce rapport de calories animales de l'homme à la femelle, puisque ou de l'homme à la femme, puisque l'homme peut pas s'amuser à rapporter des feuillages ou des herbes. C'est pas possible, ça prendrait trop de kilos. Voilà, il peut des pas. Boîtes d'eucalyptus. Des boîtes de feuilles. Donc, la bombe calorique, c'est l'os avec le gras à l'intérieur, la moelle. Voilà. Et puis, un peu de peau et un peu de viande. Et puis, on échange ça aux femelles. Et Inel partage des tâches, sexe contre énergie. L'homme devient progressivement un chasseur. Tu vois. Et, on se met à ce moment-là prendre des outils. On a de moins en moins besoin de monter dans les arbres pour se réfugier. Tu vois, par exemple, les australopithèques, j'en avais reconstitué récemment parce que les labos sud-africains m'avaient envoyé les images, les os, et donc j'ai reconstitué Sediba, qui est un australopithèque tardif. On pense que c'est sûrement la branche qui a donné l'humanité. Donc habilis et le reste. Donc c'est vraiment une espèce de chimère entre un homme et un chimpanzé. Tu vois, c'est assez impressionnant, un espèce de chimpanzé bipède avec des bras de chimpanzé, un buste de chimpanzé qui continue à grimper, mais des mains vraiment humaines, c'est-à-dire qu'ils pouvaient plus faire de brachiation en s'accrochant par le bout des bras, des doigts qui se tendent comme ça, tu vois, ils ont des fléchisseurs courts, les singes. Donc quand ils tendent la main, les doigts se replient, ça leur permet de maintenir sans force musculaire. Bah là, nos ancêtres, eux, mais ça pose des problèmes pour la chasse et pour le lancer. Donc eux avaient perdu et pour les fabriquer des outils, puisque c'était un tout petit pouce et des grands crochets, donc c'est beaucoup moins bien pour fabriquer des outils. C'est un peu gênant. Donc on a eu une modification pour pouvoir fabriquer des outils avec un pouce qui s'est un peu agrandi, des doigts qu'on rétrécit, une main moins capable de s'agripper avec des fléchisseurs des doigts plus longs, pouvant s'étendre quand étant le doigt. Donc on peut faire des outils tranchants, on casse des pierres, on peut faire on peut faire des branches avec des pics, tu vois, on peut casser des pierres pour couper de la viande, et le fait de plus grimper trop aux arbres permet à ce moment-là de pouvoir facilement lancer des pierres. Quand on lance, on n'a pas les doigts qui se fléchissent, donc on peut accompagner.
Donc à ce moment-là, on devient un lanceur par jet. Tu vois. C'est vrai que quand on lance, on a l'index. Voilà, on accompagne le plus loin possible le projectile pour pouvoir cibler la bestiole. Donc on devient de plus en plus dangereux avec cette réduction des mains, c'est-à-dire qu'on tombe plus souvent des arbres et on meurt, mais on gagne tellement d'énergie et on rapporte tellement d'énergie par la chasse et par la récupération de charognards opportunistes aussi, on mixte, hein, qu'on devient très efficace. Et comme on lance et comme on tient beaucoup mieux un bâton parce qu'on grimpe plus aux arbres, hein, puisque à ce moment-là, on peut fermer le poing avec des doigts qui peuvent se fermer et un pouce. On peut tenir très fort un bâton, frapper de haut en bas comme on grimpe encore, et on finit par plus grimper aux arbres. Et on finit par plus grimper aux arbres, par manger plus de viande, un système digestif qui diminue en taille, un bassin qui se réduit, parce que le bassin était très large pour maintenir un gros système digestif encore d'herbivores, on voit chez les Australopithèques, et on se retrouve avec un habilis qui a un peu un look de sahélien, un peu en plus petit, avec une taille étroite, un peu comme les Noirs africains, hein, de grandes jambes, tendineuses, pour dire voilà, plus élancé pour moins produire de chaleur quand il marche, donc de grands tendons, un fessier qui commence à se développer vers l'arrière et une capacité de bouger la taille, puisqu'on a la taille qui diminue, le bassin s'était déjà adapté à la bipédie, et on peut faire des rotations de bassin, l'épaule se modifie pour pouvoir lancer, hein, donc récupérer l'énergie cinétique, de l'énergie élastique dans les fibres des pecs et des épaules, hein, et à ce moment-là, avec les doigts, on lance, et on peut accompagner, on a les doigts qui se terminent comme ça, et on peut accompagner avec le projectile, et on peut blesser des prédateurs qui t'attaquent, donc on devient beaucoup moins sympa pour un gros prédateur qui veut attaquer une bande de singes de 60 kilos, hein, 70, ah oui. On passe de 45-50 à 50-60, hein, et donc ça devient quand même des trucs violents, parce qu'on est très puissant aussi. On commence à très bien lancer, hein, on ne fait pas que taper de haut en bas et lancer comme les chimpanzés, on commence à lancer par rotation, et on a un corps qui s'habitue au lancer, donc à la chasse par lancer, par rotation. Hein. On est droitier, on lance à droite, et on a toute une morphologie qui s'adapte au lancer. Donc, on est structuré pour tuer à distance avec des projectiles et en même temps stocker et piquer avec des bâtons et taper verticalement aussi avec des massues. Donc là, ce que tu dis, c'est fascinant, Fred. Et ce que j'en comprends, c'est qu'au fil du temps, il y a eu des récompenses génétiques comme ça, qui est une sélection en fait. Hein. Mais la nature nous a comme encouragé à aller vers ça par nécessité. C'est que c'était la seule solution pour avoir assez de nourriture et protéger nos femmes. J'y ai protégé nos femmes qui étaient vulnérables avec leurs petits dans les bras, hein, les hanches, le bassin encore un peu large, et elles portaient pas super bien les petits. Hein, elles pouvaient pas avoir l'encelure comme les femmes modernes qui portent leurs petits sur le côté, hein, et un petit à croissance lente, des relations sociales extrêmement complexes, demandent un gros cerveau, la naissance du langage et tout, donc des petits à croissance très lente, les femmes restant près des arbres, et les hommes générant une espèce de compréhension spatiale beaucoup plus développée que la femme, hein, une espèce d'intelligence de préméditation que les hommes ont plus développée que la femme. C'est pas pour dire que les femmes sont stupides, mais chacun développe une intelligence différente par sélection génétique. Hein. Et à ce moment-là, on devient des terribles chasseurs violents, agressifs, territoriaux, le seul animal capable de tuer à distance. Il y a quelques comment ça s'appelle son archer, mais il fait tomber des bestioles en balançant de la flotte comme ça. Mais globalement, c'est l'homme, c'est que je sache, c'est quasiment le seul. Il y a peut-être quelques oiseaux, je sais pas, qui balancent des pierres sur des trucs. Mais on va dire que ils sont très spécialisés. Hein. Les animaux sont très spécialisés, tandis que nous, c'est vrai qu'on a une range de possibilités, justement grâce à la main, grâce à nos yeux, le gros cerveau, on peut s'organiser. Et en plus, on a ce langage, on a ce terrible langage humain avec ces notions de temps qui arrivent, un truc de chasseur. Hein. Je viens en savane, donc tu montres où tu vas, tu montres où tu viens par la bipédie. En forêt, c'est le présent partout, puisqu'il y a la canopée, tu peux pas montrer où tu vas, c'est le vert partout. Hein. Tu connais la forêt, c'est dur de se repérer dans une forêt quand t'as pas la lumière, quand t'as pas la plaine. Ah ouais, c'est pas évident. Tu sais, t'as les cours d'eau qui tombent, tu sais où va l'eau, mais faut vraiment être né là-bas en savane. Tu peux avoir le soleil, tu peux indiquer où tu vas, où tu viens. Donc le passé, le futur. Tu mets un son sur un geste, ouhou, haha, je vais, je viens. T'enlèves le geste et à ce moment-là, tu peux avoir justement cette communication sur le passé et le futur qui permet de remémorer, donc de refaire grossir des connexions neuronales qui correspondent à des souvenirs salvateurs, et tu peux
aussi parler du futur à plusieurs et organiser des chasses productives sans avoir à les faire d'une façon instinctive. C'est-à-dire que tu peux dire, demain, on va passer par telle colline, on va aller à tel endroit, Boubou, il va... Debout 8 heures, les boys, ou debout 3 heures. Dudu, il va aller à droite, et on va tourner à gauche, on rabat le truc. Et déjà, la chasse est organisée par ce langage avec des notions de temps et après des compressions de données sonores en mots qui permettent de penser beaucoup plus vite, tu vois, puisque tu n'as pas besoin de penser. Tu vois, tu comprimes, c'est une espèce d'interface sonore qui permet de communiquer en 300 dpi au lieu de communiquer en 4K ou 8K. Ce qui voudrait dire, c'est avec tous les neurones pour avoir une vision précise. T'as pas besoin, t'as besoin d'avoir une vision un peu floue de ce que tu vas faire. Et après, tu ralentis ta pensée, tu peux la préciser en allant chercher des données dans ta petite cervelle et tes petits neurones. Donc ça fonctionne comme ça. Et on est un vrai chasseur, on est des chasseurs programmés pour la chasse et pour le lancer. Donc notre taille est faite structurellement et ça va plus loin, c'est qu'on prend un plaisir énorme à percuter une proie à distance et à la voir mourir ou à la voir tomber ou à le tirer dessus. C'est pour ça que les gamins, ils aiment bien taper, ils aiment bien stocker, mais ils aiment bien lancer, viser, parce que c'est par ça qu'on a survécu. Si t'aimes pas lancer, tirer, viser, hein, tu vois tous les couillons qui viennent à Budapest ou en Pologne pour aller tirer, voilà, je les entendais en boîte de nuit, qui vont là-bas, pour frimer devant une nana, qui dit, il faut commencer avec du petit calibre, après il faut faire du gros. C'est l'esprit du chasseur, si tu veux, il va dire, c'est comme, j'ai tué un mammouth tout seul, tu vois, je vais la baiser en faisant ça, du pauvre con, tu te fais agresser. On est que des animaux, on a des réflexes d'animaux. T'es même pas capable de planter un mec et de le laisser comme ça. Tu vois, t'es en train de frimer, mais on a besoin de faire ça. Les gamins, ils jouent à Fortnite, c'est un plaisir de buter le mec qui est en face, tu vois. Défoncer, le plaisir des fléchettes, tu vois, c'est le plaisir de toucher une cible. En vérité, c'est une cible animale. Les mecs qui, dans le sud de la France, jouent aux boules, envoient leurs boules, et sur le tu vois, c'est un plaisir de chasseur. Je me rapproche et je tire. Tu vois, et je touche, je tire, toucher, tirer. Et les mecs qui se passionnent pour les armes, je tire, c'est un truc de chasseur. C'est la bouffe, tu vois, c'est j'ai mon arme et je vais tuer à distance et je vais ramener de la calorie, je vais m'en remplir l'estomac. Tu vois, c'est le plaisir, c'est une joie intense comme la joie de voir des filles à poil et les culs. C'est pareil, c'est des animaux, mais il faut comprendre d'où ça vient et comment on s'est développé, tu vois. Et c'est pour ça que souvent les citadins ont perdu ce rapport à la nature et ne peuvent pas comprendre ou refusent de comprendre. Alors qu'en vérité, je suis sûr que c'est les premiers à aimer regarder des trucs ou à aimer tirer ou à aimer jouer aux fléchettes, tu vois. Mais ils comprennent pas que c'est de la symbolique, tu vois. Oui, se faire intégrer dans un groupe en disant on respecte la nature, eux ne la respectent pas. Oui, mais ça c'est ok, mais après ils ont le droit, tout ça est de la symbolique. C'est honteux, tu éprouves un plaisir à tuer. Ben non, on est programmé pour éprouver un plaisir à tuer. Ben, évidemment. Et c'est ça que je dis tout le temps, si la nature est autour de nous, parce que souvent ces gens ont tendance un petit peu à en faire beaucoup, la nature, oh la nature, mais si elle est autour de vous, elle est aussi en vous. Tu comprends? On peut pas mépriser. T'as le droit de pas aimer la chasse. En tout cas, c'est mon avis. Mais t'as le droit, totalement le droit. Simplement, tu peux pas me refuser moi. Si je suis dans la nature, je vais tuer des animaux. Ça me gêne pas. J'ai pas de passion pour la chasse. J'éprouve pas un plaisir. Non, mais je m'adressais à n'importe qui, tu vois, à quelqu'un qui aurait tendance, un écologiste par exemple, ou un anti-chasse plutôt, j'aurais tendance à lui dire ça. Mais écoute, moi, t'as grand bien de face de pas aimer la chasse, on peut pas tous aimer les mêmes choses, ça serait plate. Mais la réalité, c'est que tu peux pas me refuser ça. Je veux dire, avec l'historique de l'humanité, d'une certaine manière, que t'as fait là, on est parti de combien 7 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, c'est inscrit en nous. 3 millions d'années où on se met à manger de la barbaque quand même. Et ça a complètement modifié notre structure, notre système digestif, notre estomac s'est acidifié, tout a été changé et modifié. Tu vois, réduction du système digestif. C'est pas juste une question d'être un redneck ou un bourrin mental, tu vois, Non. Après, je comprends Baptiste Marchais qui adore ça, la virilité, la chasse, tirer des trucs. Oh oui, j'ai beaucoup de respect pour Baptiste. Quand je voyais qu'il partir à sa chasse à c'est quoi, l'élan. Non. Je pense qu'il allait, l'élan, le moose. Voilà, vous c'est des élans, mais eux, alors lui, il est en Russie, mais c'est pas les. Ouais, ils appellent ça des élans. Voilà, les orignaux. On appelle ça des orignaux. Palmés. Chez nous, en Eurasie, on a les mêmes quasiment, mais avec des pointes. C'est un peu différent. Les vôtres sont plus beaux.
Hein. Le Cerelaf. Ils sont très gros, les nôtres. On a les records d'Europe, c'est la Hongrie. Mais je connais mes copains hongrois et qui sont producteurs de cerfs. Ouais, mais c'est les chasseurs, les Hongrois. Ils leur mettent de la GH et de l'hormone de croissance et des stéroïdes dans les records. Ah ouais, hein. Pour gonfler. Ouais, je connais. Je vis dans une ville de paysans, moi. Je vis chez les rednecks, si tu veux. J'adore. D'ailleurs, il faut que je téléphone à mes copains. Ils m'ont appelé hier pour passer les voir et j'arrêtais pas de bosser. J'étais un peu crevé. Je bosse trop. Mon système nerveux se fatigue, mais il faut. Bon, oui, c'est ça le travail. Non, je suis un peu de cette école-là. Moi aussi, je me tue à la tâche et on dirait que ça tient en vie. T'es en bonne santé. Ouais, j'ai chopé un bouton de fièvre parce que je pensais trop, je bousillais trop mon système avec tous les trop de neurotransmetteurs. Tu vois, je m'affaiblissais à force de bousiller des neurotransmetteurs. Je me pose ce soir, je fais rien. Tu vois. Et donc tout ça pour dire que, en tout cas, je résume, j'essaye de tirer des tangentes. Donc l'humanité a eu besoin de la chasse, ça s'est inscrit en nous. Ça nous a structuré. Et maintenant, c'est morphologie, si on a une petite taille, c'est parce qu'on n'est plus végétarien. On a une réduction totale une sacrée réduction des intestins, l'estomac un peu grossi quand même, et le foie. Oui, parce qu'on est quand même capable de manger on peut bien manger des graines et de la plante. Ça, c'est normal. On conserve tout ce qu'il y a, puis il y a des peuples qui mangent beaucoup plus végétarien, puis après, il y a 10 000 ans, il y a eu l'agriculture. Ça a quand même vachement changé le mode de vie. Puis il y a des peuples qui mangent beaucoup plus de viande que d'autres. Vous êtes dans le Nord, vous avez les... Oui, les Indiens, les Amérindiens. Alors, les Amérindiens de chez vous, ça va, ils mangent de la viande et du reste quand même, parce qu'ils ont quand même une économie, une espèce d'agriculture moins développée, mais au Nord. Au Sud, c'était bien développé quand même. Hein. Et quand on passe chez les Esquimaux, voilà, quand on passe chez les Esquimaux et chez les Indiens du Nord, là. Les Inuits, ça, c'est des mecs qui bouffent quasiment que de la viande, de la graisse, qui ont une très bonne assimilation du gras en grande quantité et qui font pas de maladies avec ça, alors que tu files ça à même un Européen qui est habitué, peut crever. Tu files ça à un petit Indien d'Inde, pas un Amérindien, un Indien d'Inde, lui il va mourir, hein, il va faire une inflammation générale et en 10 ans il est fini. L'Amérindien, celui du Nord. Ouais, on n'est pas tous génétiquement pareils. Ça va, ils digèrent bien. La viande du Nord est plus grasse que la viande du Sud, hein, ça c'est sûr. Donc eux, ils peuvent bouffer du gras, se baffrer sûrement de graisse de phoque ou de phoque, beaucoup, poisson gras, tout ce que tu veux, c'est délicieux, tu vois. Puis la conservation, bon longtemps, ils la mettent dehors et puis c'est bon, il n'y a pas de bactéries, tu vois. Mais par contre, quand tu les mets aux chips, au maïs, ils meurent. Ils gonflent et ils meurent, ils deviennent dépressifs. C'est terrible. Ils ont ils crèvent encore maintenant, nos amis les Amérindiens, de cette malbouffe occidentale qui les massacre 2 ou 3 fois plus vite que nous, les Occidentaux. Tu vois. Ah oui, l'alcool et tout, c'est vrai. Bah alors, c'est aucune critique des Amérindiens. J'ai plein d'amis amérindiens à Québec, il n'y a aucun souci. Mais il faut admettre que à Montréal, par exemple, j'ai vécu un peu à Montréal, tu les vois, les pauvres, ils sont sous comme des cannes et je suis pas sûr qu'ils boivent plus que nous. En fait. Une addiction à ça, c'est terrible. Moi, j'avais un copain amérindien qui bossait à Paris au Hall, qui s'entraînait avec moi. Il dit putain, je dois retourner dans ma famille, c'est une catastrophe. Ils sont tous alcooliques, ils sont violents, j'en ai marre. À cause de l'alcool. C'est un peu comme le maghrébin en France, tu lui fais prendre de l'alcool, le mec il tient pas. Pas tous, hein, mais globalement. Et ça serait un peu génétique alors selon toi, on tolère un peu moins. Pour être défoncé à l'alcool, il faut une bouteille de vodka. Tu le vois même pas. Il meurt avec une cirrhose à 60 ans ou 55 ans, mais une cirrhose fait par 1 litre de vodka tous les jours. Tu vois, il a un taux de résistance quand même assez élevé. Et il n'est pas mort avec ça. C'est pas social, quoi, finalement. Il y a aussi surtout de la génétique là-dedans. Ça sociabilise aussi. Les Occidentaux sont des êtres très hiérarchisés pour survivre à l'hiver aussi. Ils vivent assez nombreux les uns à côté des autres. Donc, l'alcool est aussi un désinhibiteur qui permet de passer dans des relations affectives plus facilement. Je veux dire. On est le 14 février, c'est rigolo. Alors, doucement les gars, doucement le vin ce soir. Pour que Ginette écarte les cuisses et pour que Gilbert, ou je sais pas, Gilbert
lui déclare sa flamme, il va falloir qu'il s'enfile de l'alcool. Alors, ils prennent quoi au Canada? Je sais même pas, moi je prends pas d'alcool, ils prennent quoi en général? De la bière ici, et c'est pas connu, mais la bière ici c'est malade. Genre vraiment, il y a une culture de la microbrasserie. Les hamburgers au Canada, ils sont bons. Ah bah oui, bah ça, moi, ça dépend. Pas McDonald's par exemple, tu vois, mais il y a des petites références là, il y a des petits trucs. Burgers, quand même. Y a du burger. Les meilleurs burgers que j'ai mangés, c'est quand même. Moi, c'était en Ontario. Ah putain. Ah, chez les Ontariens. Oh non, c'était un petit indépendant qui faisait ça, mais c'était génial. J'étais. C'était un truc de fou. Par contre, moi, j'étais pauvre, donc je suis arrivé là-bas en étant pauvre et j'avais pas beaucoup d'argent, mais assez pour manger. Et j'ai pris 10 kilos pas loin de 10 kilos en 2-3 mois en bouffant des poulets frits du Kentucky, des KFC. Immonde. J'étais plein de boutons. Il y avait le lait additionné de vitamine D, j'en prenais parce que j'avais tellement été carencé et pauvre que je me rabattais sur tout ce que je trouvais. Horrible. Et attends, on sort un peu là, mais qu'est-ce qui fait que tu étais venu au Canada? On m'avait dit que c'était possible, je pouvais faire mes études là-bas. Alors, il y a des gens qui m'avaient accueilli, mais j'ai une tendance à être indépendant et ça me gêne. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Et je veux pas être entretenu. C'est un peu un garçon qui a de l'honneur. Alors que j'aurais dû le faire, ça leur aurait fait plaisir. Bah oui. Ils étaient millionnaires et tout, mais même des millionnaires, ça me gênait. Bah, je comprends ça, ouais. Moi, je suis pareil, hein. Je suis quelqu'un de libre. C'est gênant quand même. C'était Ouais, ça m'étonne pas. Donc, ce que la famille, c'était des Québécois. Ils vivaient en Ontario, parce qu'il y en avait un qui était au ministère du Chemin, il avait un poste de ministre. Et la maman avait une école francophone et anglophone pour permettre aux communautés, aux petits-enfants d'apprendre les deux langues. Ouais, le bilinguisme, c'est important ici, quand même. Au Québec, un peu moins que là-bas, mais c'est vrai que c'est le Canada. Hein, donc, quand des jeunes me disent où est-ce qu'on peut émigrer, au Canada, mais il faut bosser. Il ne faut pas venir comme un parasite. Ah bah ça c'est clair, c'est l'Amérique. Récemment, je suis devenu canadien. Alors j'en suis la main sur le cœur au Canada et tout. Peut-être. On est très contents. Peut-être. Hein. Moi, écoute, moi aussi on me posait la question, je sais. C'est devenir un autre État américain. Après, c'est le choix des Canadiens, mais devenir américain avec Trump, c'est plus sympa que devenir américain avec Biden. Tu vois, c'est peut-être. Ouais, au Canadien avec Trudeau. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas. Il a sauté, il a démissionné, notre bon vieux Justin. Après, je fais pas de politique, je connais pas, je sais pas qui c'est. Moi non plus, pas tant que ça, là. Comme ça, quoi. Moi, je suis un simple redneck. Non, pour les échanges énergétiques avec l'Amérique, c'est sympa, on peut s'échanger des trucs pour le commerce, tout ça. Les Américains peuvent venir. On peut pas se passer des States, ouais. Et puis, le Canada est quand même un gros débouché énergétique avec votre pétrole de l'Alberta, là, vos pétroles de schiste votre aluminium, votre hydroélectrique. Vous êtes complètement indépendant énergétiquement. Vous pourriez vivre tout seul, mais vous auriez plus de débouchés. Bah non, c'est ça aurait. En tout cas, moi, je suis pas. Ça, c'est un autre dialogue. Là, c'est un autre débat. Moi, je suis plutôt pro-américain dans le sens que je les vois pas comme des amis, quoi, pas du tout. Je veux dire, c'est un recentrage de l'Amérique de l'Amérique des USA sur les deux Amériques, celle du Sud et celle du Nord. C'est sympa. C'est une bonne idée. Et puis on laisse le reste du monde se débrouiller et comme ça, chacun chez soi et personne s'agresse. Tu vois. Et on les. Exactement. Mais il y a un côté épidermique. La politique, c'est épidermique. Trump fait pas de la politique, il fait du commerce. C'est pas quelqu'un qui veut. En plus. Qui veut briller politiquement ou qui veut en tirer des bénéfices. C'est quelqu'un qui veut le bien. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui veut le bien des hommes. Quand on lui pose la question. Vous êtes pour l'Ukraine ou la Russie? Il dit non, je suis pour que les hommes ne meurent pas. Il y a plein de beaux jeunes hommes qui meurent d'une façon atroce sur les champs de bataille. Il faut arrêter ça, c'est atroce. C'est un raisonnement d'homme normal, si tu veux. On veut pas voir les hommes. C'est vrai, puis on s'entretuait entre occidentaux, là. En tout cas, moi, je vois ça, tu vois, là, comme tu dis, le monde boréal. Genre, pourquoi s'entretuer, tu vois, on est un peu les mêmes, hein. Je veux dire, un Russe, un Canadien du Nord, bon, on a les mêmes yeux bleus à peu près. Les mêmes idéaux, mais
y a des gens qui veulent accumuler, avoir du pouvoir, avoir l'impression d'être passé sur Terre pour quelque chose. Alors on écrase et on domine. Bah, quand il va mourir, il s'apercevra qu'il n'est pas grand-chose. Il n'était que la pensée de Dieu en l'homme. Ouais, ça fait partie de l'humanité, hein. On cherche la calorie, on la chasse, on la défend. C'est profond. Et tout ça pour les femmes, ouais, c'est profond. On parle d'un petit singe qui sort de la savane. On sort d'un petit singe qui sort de la savane, qui devient un chasseur, et puis bon, pas si petit que ça, ouais, c'est vrai. Mais il se développe et puis il devient un politicien en fin de chaîne, quoi. Récemment, c'est assez étonnant. Il y avait un labo anglais qui les fait en même temps. Je viens d'un labo américain aussi. Et les mecs disent, mais il était beaucoup plus costaud que ça. Oui. Bah, quand tu tapes les muscles sur le squelette et que tu fais joindre le point A au point B, tu t'aperçois que qu'il était beaucoup plus costaud qu'on ne le pense. C'était pas non plus une victime, victime des prédateurs, mais ça restait quand même un truc qui était assez puissant, costaud et pas si rachot que ça. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, c'est quoi, je me permets, le crâne qu'il y a derrière toi, là, c'est quoi? C'est un gorille? T'as l'épaule droite. Non, ça c'est un smilodon. C'est une copie de bonne clone des smilodons de la Brea, c'est ça? Je crois que c'est la Je vois, moi de là, sur mon écran, je vois que la partie avant du crâne, donc je vois pas bien. Ils ont disparu il y a 12 000 ans, tout comme ça. Les derniers, je me demande. Les smilodons, on les a en tant qu'humanité, on les a chassés, je pense. On les a croisés. Les derniers, c'est 12 000 ans. C'est des Machaerodus. Alors les mecs disent c'est pas des tigres à dents de bon, c'est des tigres à dents de sable, mais c'est pas des tigres ni des lions. C'est une espèce qui a divergé avant les tigres et les lions. C'est des félins à dents de sabre. Donc les griffes rétractiles. Plus là. Ils ont des grosses dents pour pouvoir. En tout cas, moi j'avais pris pour acquis que les félins, c'était ça qui. Alors, je sais pas si lui avait des griffes rétractiles. Il faudrait que je vois. Chasser d'une façon avec ses dents. C'est intéressant. C'était assez fragile quand même. Et c'était double des fois, même. Ça poussait. C'est marrant. Mais c'est une technique de chasse particulière. Bon, après, ça n'a pas survécu. Hein. Non, bah la sélection naturelle, hein, c'est ça. Ils survivent pas tous. Hein. Il y a bien des espèces qui finissent par disparaître. D'ailleurs, on s'en inquiète. Des fois, on s'en inquiète. En tout cas, des fois, c'est anthropique. C'est l'humanité qui l'a un peu poussé vers la sortie, mais d'une certaine manière, il était sélectionné pour disparaître, quoi, parce que les événements climatiques ou je ne sais quel autre. Commence avec l'homme ou le climat. Mais on reste un animal et on fait une concurrence, quoi. C'est normal. Hein. On va pas. Et puis un jour. C'est ça. On est toujours des animaux, c'est ça. Et c'est ça que je voulais dire en début d'intro quand je disais que pour moi le chasse et pêche, il y a quelque chose de supérieur. Tu vois, ça vient chercher des instincts profonds d'humains finalement qui sont lointains, quoi. Je veux dire, quand tu tiens un ours dans ta lunette là, il se passe quelque chose, je te jure. C'est pas, il y a l'excitation, ça pompe là, mais il y a de quoi ça résonne là, tu vois, genre je l'ai ressenti ça et avec un œil frais de nouveau chasseur, pas quelqu'un qui a une famille de chasseurs qui m'a donné les codes et tout, tu vois. Et en ayant vécu ça, j'ai compris un truc. C'est des braves bêtes, ça, il y a pas beaucoup d'accidents. Ils viennent bouffer dans les poubelles, ça me fait de la peine pour les ours noirs. Ça, tu veux pas de ça quand tu vis, mettons dans des zones où il y en a pas mal, tu les veux pas près de tes chalets, tu les veux pas près de tes animaux parce que ils font le travail. Ils peuvent très bien faire le travail. C'est rare aujourd'hui. On est tellement des super animaux que ça arrive plus. Mais tu vois, il y a 15 ans, j'ai souvenir, je chasse sur une base militaire et sur cette base militaire, il y a eu un accident avec une joggeuse. Il y a 15 ans, elle s'est faite avec un ours noir, ouais. Elle l'a pas vu parce qu'elle avait ses écouteurs. Elle courait et elle l'a chopé par derrière, la nuque évidemment. Tous les gros prédateurs font ça. Hein. Elle est morte, quoi. C'est normal. Si tu attaques par devant, là, c'est une technique de chasse. Hein. Si tu attaques par devant, tu vas te prendre les cornes ou les griffes ou les coups par devant. Tu peux perdre un œil. Donc en général, tu as un instinct. Quand tu regardes dans les eaux, tu regardes les vidéos Insta, tu as tout le temps les lions qui sont là et ils regardent. Et dès qu'il y a un gamin qui tourne la tête et qui se met de dos, d'un seul coup, on voit l'ours qui part, l'ours, le lion qui part ou le tigre, et il va s'éclater la gueule contre la vitre, mais c'est plus fort que lui. Il voit la bouffe, tu lui montres un plat, et d'un seul coup, tu tiens, dès qu'il est de dos,
C'est l'intuition, il vient te niquer la nuque pour te bouffer. Tu vois, c'est pas méchant. Et c'est un gamin, tu dis, mais c'est un gamin. Heureusement qu'il y a la vitre, mais un peu les gamins sont terrorisés. Tu vois. Après, les courses, c'est souvent l'odeur des gonzesses aussi. Il suffit qu'elles soient en période d'ovulation, tout ça. Les phéromones, ils attaquent plus souvent les femmes que les hommes, ça les excite, ils voient ça, ils ont envie de baiser, et en même temps, c'est une proie, ils savent plus où ils en sont. Ah, bon. Ah non, les ours, c'est des bonnes bêtes. Moi, tu vois, pour te dire l'expérience que j'ai eue, j'étais. Mais c'est pire. Je sais que les grizzlies, il y avait les Canadiens, les Canadiens, des études là-dessus. C'était sur les attaques, c'était essentiellement des femmes en période, tu vois. Ah ouais, ah, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce qu'à l'Orignal, en tout cas, j'ai déjà eu cette discussion avec des chasseurs qui disaient, bah, ta femme là, elle est dans ces périodes là, bah tu sais, on a ce qu'on appelle des souilles à l'Orignal, tu vois, c'est des endroits sociaux pour eux et ils pissent, ils se mettent dans leurs excréments et tout pour ressentir les phéromones des autres individus. Et ils disaient, bah, si ta femme là, mettons, elle est en période là, fais-la uriner à cet endroit-là, dans la souille et apparemment tous les mâles qui viennent. Déclencheur quoi. Elle les fait venir. Ouais. C'est un peu comme les dauphins. Les mecs disent les dauphins, c'est des violeurs. Bah oui, c'est normal. Et puis ça attaque les femmes, souvent les dauphins, mais ça veut baiser les femmes. Tu vois, c'est pareil. C'est parce que les gens, ils perçoivent pas. Voilà, ils perçoivent pas le monde comme les animaux parce qu'ils pensent en humain. Il faut penser en animal. Il faut imaginer l'animal et la pensée limitée de l'animal ou profonde. Et quand tu es un dauphin, par exemple, tu marches au sonar. Donc, tu vois pas très loin dans l'eau parce que pas dans l'eau très claire. Donc tu marches au sonar, tu as une vue très... Tu arrives avec le laisson, tu envoies ton sonar par écolocation et tu arrives à voir les bancs de poissons, les poissons et les individus qui sont à côté de toi en fonction de leur taille. Tu te fais un brainstorm. Mais alors, ce que les hommes ont en plus des poissons, c'est qu'ils ont une couche de gras, donc ça va revenir un peu différemment. Et en plus, ils sonnent creux, comme ils ont des poumons. Donc, un pauvre dauphin qui est paumé, qui n'a pas de vie sociale, quand il envoie son sonar et qu'il voit un nageur, il se dit c'est un dauphin puisqu'il a une couche de gras et il sonne creux. Alors si c'est une femme, il a une couche de gras encore plus épaisse et en plus il sonne creux avec ses poumons. Donc une femme, c'est un dauphin. Et en plus, si elle a ses règles, dauphine, donc on va baiser. Okay, oui. Et donc il arrive. Ça commence à faire plein d'infos. Et les mecs ils disent regardez, alors souvent on dit regardez, ils recherchent la compagnie des hommes, mais ils recherchent pas du tout la compagnie des hommes. C'est qu'un homme sonne. C'est qu'un homme est visualisé dans l'esprit d'un dauphin comme un dauphin puisque c'est quelque chose, il voit pas bien, c'est quelque chose qui sonne creux et qui est gras. Donc, c'est pas un poisson. Alors, intéressant. C'est drôle. Chose comme un dauphin, quand tu as un pitbull et que tu le vois qui se branche à un pneu, il est content parce qu'il a une grosse tête qui pend, il est contracté, ça lui décomprime, et quand tu vois les atlas et les axes des pitbulls, tous ces muscles, t'imagines que pendu par la tête, ça doit éprouver un soulagement terrible au dos, comme un mec qui est... Ah oui. Voilà, décompression, t'imagines. Maintenant, tu vois, décompression, bah oui. Et lui, pour lui, c'est une décompression, c'est la joie. Et toi, on te fait ça, t'as un peu mal quand même. Tu t'accroches, t'as les dents qui partent et tu te fais mal à la nuque. Bah, le pitbull, lui, il se décompresse la nuque et il est heureux. Tu vois. Les animaux. On les aime bien, les animaux. Intéressant. Donc la chasse, au final, a eu des fonctions sociales, nous a construit depuis l'origine de notre espèce jusqu'à aujourd'hui, voire même socialement aujourd'hui, même encore. Et nous, organiser des chasses par le verbe. Donc tu vois, alors que les chiens, ils chassent en meute, mais ils peuvent pas dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ils ont une chasse très particulière. C'est marrant de voir comment ça chasse. Hein. Les chiens, ils transpirent par les pattes. Les coyotes, par exemple. Ils transpirent, ils ont une communication. Les mecs l'ont pas vu. Moi, je l'avais découvert parce que j'ai des nanas qui... Monsieur, pourquoi les chiens, il paraît qu'ils transpirent, les chiens, ils transpirent des coussinets. Alors, en réalité, ils transpirent des molécules odorantes avec des molécules d'adrénaline ou autre, qui indiquent l'état du chien. Mais c'est pour la chasse. C'est-à-dire qu'il piste celui qui est devant. Oui. À ce moment-là, il est heureux parce qu'il a trouvé une proie et il va transpirer, il va le balancer sur le sol le fait qu'il a pisté la proie. Donc, il n'a pas besoin de faire wouhou. Et en faisant wouhou, il va faire fuir la bestiole. Donc, il transpire. L'autre, il a le nez au ras du sol. Et le nez bas, je voulais le nez haut, hein, on n'est pas pareil, hein, et à ce moment-là, hop, il voit qu'il a une communication chimique qui indique qu'ils ont pisté. Et alors, ils passent tous au même endroit comme les fourmis qui découvrent un truc, qui mettent leur petit...
Chez les animaux, c'est beaucoup comme ça. Hein. Chez les chevreuils aussi, c'est comme ça. Ils ont des glandes entre les doigts de sabot, là, tu vois, et ils tapent au sol, ce qui permet d'envoyer des phéromones par terre et de donner des signaux. S'ils ont peur, ils l'indiquent aussi. S'ils sont heureux, ils l'indiquent. Si les femelles sont en période d'oestrus, en général, on les connaît, elles l'indiquent. Donc c'est bien. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'ils tapent au sol. Quand ils fuient, les chevreuils en général, ils tapent au sol. Tu sais, mettons, tu l'effrayes là, il va cogner le sol et partir. Parce que ça, c'est un signal. Voilà. Là, il vient de laisser un texto à ses potes. C'est sûrement avec de l'adrénaline ou un truc comme ça. Alors, c'est pas bon d'y repasser. Ça comme... Ouais. Voilà. Exactement, c'est pas terrible. C'est pas une science exacte là, mais. Après, moi, l'adrénaline, c'est une odeur que je sens direct. C'est le vivant. C'est peut-être mes origines chasseurs. Il y a des gens, il y a des trucs que je sens quand quelqu'un est angoissé, par exemple, a peur. Il a pas besoin de me le dire. Je sens directement l'adrénaline. Alors pour moi, c'est une odeur assez proche du café. Mais tout le monde ne le sent pas. Moi, je suis visuel aussi, mais j'ai pas un très bon odorat, sauf pour certains trucs. Tu vois. La viande avariée, par exemple, je la sens à 10 km, c'est une horreur. Pareil, la viande avariée, c'est une preuve qu'on est un chasseur. C'est-à-dire que un chien ne sentira pas la viande avariée. Pour lui, ça ne va pas avoir une sélection puisqu'il est capable de bouffer les viandes avariées. Donc, lui, il s'en fout de sentir. Par contre, nous, la viande avariée, c'est la mort. Donc, à partir de certains moments, tu es programmé pour sentir certaines molécules qui sont issues de la décomposition bactérienne des viandes mortes. Et ces bactéries qui te tuent. Donc, c'est pas la viande pourrie qui te tue, c'est les bactéries qui sont dedans. Mais tu peux avoir des acides aminés qui sentent mauvais, qui sentent la charogne. C'est pas l'odeur. C'est pas la charogne qui tue, c'est les bactéries qui sont dedans. Et la mauvaise odeur, c'est l'odeur de la viande qui peut être, s'il n'y a plus de bactéries, saine, mais en général, elle a été cassée par les bactéries, ce qui fait qu'il y a des molécules volatiles, immondes. Toi, tu considères comme immonde. Un cheval, il passe à côté, il s'en fout puisqu'il ne bouffe pas de viande, il ne va pas la sentir. Mais toi, c'est la mort. Et si tu manges une viande avariée, t'es morte. Donc, il faut que tu détestes cette odeur pour pouvoir survivre. Et des fois, c'est rien que la senteur, tu vomis. Donc, ça te permet d'évacuer le peu de viande pourrie qui pourrait te tuer, qui t'a tué, que t'as bouffé. Donc, en plus, on est programmé vomir sortir le mauvais, quand on sent ça, parce qu'on vomit des bactéries qu'on aurait pu ingérer. Donc, c'est tout un système de sécurisation, tu vois, de chasseur. Sentir la charogne, c'est parce que tu es un bouffeur de viande, mais pas adapté à bouffer de la viande charogne. Tu bouffes de la viande fraîche. Une histoire de sélection aussi. Et après, on a été des cuisivores. On pouvait bouffer n'importe quoi. On tuait les bactéries et on décomposait en plus la viande qui la rendait plus digeste. Excellent. Bon, Fred, je suis à 1 heure d'enregistrement. Ce que je te propose, c'est de conclure là-dessus. Je vais juste arrêter l'enregistrement, puis après, on discute un peu plus là. Mais ce que je propose, c'est de conclure. Fait que, les gars, ça fera à peu près 1 heure d'enregistrement. Il va y avoir un peu de montage, mais je suis très heureux, Fred, très, très heureux d'avoir pu répondre à ces questions. Je pense qu'on a à peu près couvert toutes les petites questions que j'avais. La position de la chasse à l'échelle de l'humanité, pourquoi ça a été utile et pourquoi ça l'est encore à des fonctions sociales ou moi, j'ai un peu plus ou moins des chasses. J'ai un peu chassé. Et je voulais t'emmener là-dessus, justement. Dernière chose. Fred, est-ce que tu as vraiment déjà eu des expériences de chasse? Est-ce que tu as déjà tué des bêtes, des oiseaux? Non, je tuais les lapins quand on était en jungle parce qu'on les prenait vivants avec nous et comme les mecs savaient pas les tuer, j'ai dit, moi, j'aime pas voir souffrir les animaux, donc c'est moi qui les tuais. Donc, je tue les lapins pour les manger. Je suis pas un chasseur réel, mais j'ai participé à des chasses, chasse au tapir, chasse à en Guyane. Chasse à l'alligator, on était avec le 9e BIMA et la Légion. Donc, chasse à l'alligator, chasse au tapir, et on a tué malheureusement, c'est triste, on a tué des singes, ça fait un peu de la peine, mais bon, c'est bon, et quand on n'a rien à bouffer, on passe sur l'immoralité d'avoir tué un primate, quoi. C'est assez proche de nous, en vérité. Hein. Mais bon, on avait faim. Donc, on a mangé on avait faim, parce qu'on n'avait plus rien à bouffer, hein. Bout de 2 mois de jungle. Donc, on a bouffé du singe, des singes hurleurs, tu vois. Non, j'ai fait des missions avec l'armée. C'était pas militaire. Et on a fait des tapirs. Les tapirs qui coulent. Après, on est obligé d'aller chercher dans l'eau. Ouais, alors après, on a mis du temps à le manger, donc on a eu des infections intestinales, tous. Donc, on était la diarrhée, pas possible. Parce que si tu les boucanes pas assez vite et si tu les manges pas dans les 2 jours, ça pourrit en forêt, quoi. Ça attaque. Ah, ça attaque. C'est comme l'ours.
Ouais, bah la Guyane, l'environnement fait que ça doit pourrir vite. Là, l'ours, là, c'est claquement de doigts. Si tu te dépêches pas, s'il fait un peu chaud, il est vert en 2 heures. Par contre, il faut bien cuire et je suis sûr que la viande est bonne. Ça doit être bon. Oh, la viande est magnifique. Moi, j'en ai plein le congèle, la viande est... En tout cas, si tu viens un jour, je te fais un burger d'ours, Fred, tu vas halluciner comment c'est bon. Oh putain. Ah oui. Baptiste Marchais montrait ça, bon. C'est horrible, ça me donnait envie de manger de l'ours. Et j'étais là, j'en bave moi quand je vois de la viande. J'en ai fait manger à mon père quand il est venu là. Je lui ai fait justement un burger de l'une des meilleures parties de l'ours là et c'était bon. Genre lui, il adore ça quoi, du coup. Quel goût ça peut avoir? Déjà, je peux te dire c'est fort. Et puis ça dépend quel ours, à quel moment tu l'as tué, hein, parce qu'il change de goût un peu. Mais quel goût ça peut avoir? Ah, c'est pas facile à décrire, mais c'est fort. Déjà, c'est si t'aimes pas, t'aimes pas. Le singe, c'était bon. C'est un goût très très fort, le singe, tu vois. En tout cas, ouais, c'est pas facile à décrire comme goût. Voilà. C'est musqué. Voilà, l'ours, c'est musqué. C'est fort aussi. T'as l'impression de manger du rognon presque, tu vois. Tu sais, les rognons, voilà. Ça se rapprocherait du goût du rognon. Oui. J'aime bien, tu vois. C'est comme les. C'est comme les intestins. J'aime bien des fois les manger. J'aime bien tout ce qui est collagène aussi, les pets de cochon, tout ça. Tu vois. Ah oui, bon, pas de soucis, j'adore ça aussi, ouais. J'ai mangé l'alligator, c'était très bon si on les chassait la nuit, tu vois. On les attrapait. C'est viande blanche, c'est un goût un peu de langouste, tu vois. C'est bon. Ah ouais. Ah ouais. J'adore. Intéressant. Va falloir que j'aille chez Baptiste chasser l'alligator. Ouais, je sais pas si les grands ont le même goût. Nous, on en prenait 1m20 maximum, 1m50. Hein. On prenait pas des énormes trucs. Hein. On prenait ce qu'on trouvait, puis on les mangeait. On mange la queue, tu vois, des trucs comme ça. C'est bon. Après, les singes, c'est parti muscularisé. Bon, qu'est-ce que j'aime bien le bœuf, hein, j'y peux rien. Moi, je suis un mangeur de viande rouge. Hein. Ah ouais. La tortue de mer, c'est interdit, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est la viande rouge. Tu vois. J'ai jamais eu l'occasion de goûter, mais je connais quelqu'un qui a fait. C'est vrai que j'aimerais pas tuer des animaux rares et j'aime souffre. Moi non plus. J'ai une aversion totale envers la souffrance animale. Tu vois, mais manger un animal, c'est un plaisir. Ah, moi aussi, le braconnage. Là où il y a de la chasse, il n'y a pas de braconnage. Hein. Ça, c'est un truc qui se dit souvent. S'il y a de la chasse, il n'y a pas de braconnage. Et encore une fois, là, on pourrait probablement. Il y a encore un autre sujet. Mais qu'est-ce qui fait que le braconnage, c'est un problème? Tu comprends? C'est de la concurrence. C'est quoi? C'est une forme de concurrence? Le fait d'avoir de la viande gratos qui est pas territoire. Les mecs qui braconnent, c'est les mecs qui n'ont pas forcément leur territoire, qui n'ont pas forcément leur forêt. C'est ça aussi. Moi, je sais que j'avais une maison en forêt et tous les chasseurs, ils pouvaient venir chez moi. Je m'en fous. Ils nourrissaient les chevreuils. Moi, j'avais énormément de chevreuils chez moi. Chevreuils, renards. Renards, on les mange pas, mais c'était rempli de chevreuils. Moi, où j'avais plus, c'était chevreuils. Pourtant, il y a des sangliers, mais j'avais essentiellement des chevreuils et des chevreuils européens, là, les petits brocards. Là, j'avais beaucoup de chevreuils. Il y a beaucoup de cerfs, élafs à Fontainebleau où j'étais, mais on les voyait la nuit, mais c'était pas sur mon territoire. Et t'en voyais beaucoup, des groupes entiers avec des mâles, des femelles, beaucoup de femelles, quelquefois les mâles, surtout en certaines périodes. Des blaireaux, il y en avait plein, mais ça se mange pas forcément, tu vois. Des renards, il y en avait partout chez moi. Puis les chevreuils venaient dormir dans mon parc, comme ils avaient compris, ils étaient là à l'abri. J'ai un beau parc et je me levais, je regardais mes chevreuils. Ma mère, Frédéric, viens voir, il y a les chevreuils. Ils étaient tous là, ils étaient contents. Ouais, j'avais une grande forêt que j'entretenais. J'ai des chemises buissons. On dit, tu te prends pour un bûcheron. Mais moi, j'ai coupé des arbres. Hein. J'ai coupé des dizaines et des dizaines d'arbres. Et je les ai entretenus. J'ai fait mon boulot. Donc, t'es un gars de bois, oui et non, finalement. Couper les arbres ne pose pas de problème. Entretenir la tronçonneuse, j'aime pas, ça me fait chier, tu vois. Faut comment dire, les lames, les aiguiser, ça. Ouais. J'ai plein de boulot à faire. Donc allez, je prends la tronçonneuse, la style, et puis je vais me couper mes arbres bien protégés, tout ça, bam, bam, bam. Je vais les élaguer, j'aime bien les élaguer. Je ramène ça, je fais chauffer de temps en temps quand la facture de fioul est trop chère. Moi, je le mets dans le poêle à bois, tu vois, et puis dans le poêle à bois, chauffage central à la bois, je l'ai plus maintenant, mais j'avais ça. C'était marrant. Je vivais une vie d'homme des bois, mais ça attire pas trop les femmes. Contrairement à ce qu'on pense, penser que la femme... Ah ouais, c'est étonnamment,
Peut-être à cette époque-là, mais en tout cas, là on se lance dans autre chose, mais moi j'ai plutôt une expérience qui me fait dire, c'est peut-être l'époque toutes les qui, femmes, je elles sais pas, rêvent de se faire mais ça prendre pique plutôt. devant un feu de bois dans une sur une peau d'ours. T'as la peau d'ours, t'as le feu de bois, t'as le chalet, t'es loin de la civilisation, mais t'as quand même la télé, Internet, tout ce que tu veux, et le frigo pour avoir tout ce que tu veux. Pour moi, c'est Coca Light. Hein. Et tu baisses sur la peau d'ours. Alors ça, c'est voilà, c'est le fantasme de toutes les femmes. Mais bon, quand elles sont toutes seules en forêt, elles entendent les animaux, elles sont terrorisées. Voilà, à part les quelques copines russes que j'avais, dans l'ensemble, elles étaient terrorisées, quoi. Tu vois. Et bon, quand on a des fusils. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, les Québécoises, elles l'ont l'affaire. Oui, parce quand il s'agit de bois, elles l'ont. En France, non. Et je montais, et alors, il fallait que je monte en forêt. J'avais vraiment une maison dans les bois. Alors, il n'y a pas de risque. Hein. Et puis, on me le disait toujours, si un voleur arrive, je le tue, j'achète un congélateur, je le mets dedans, je le débite progressivement. Tu vois, c'était oui, parce que c'est dangereux. Il y a tout le temps des connards. Quand même être territorial. Le territoire, c'est pas gratuit. Ça, je le vois ici, hein, quand tu cherches tu vois, là, par exemple, il y a le dindon bientôt. Je vais retourner à la chasse du dindon. Et là, c'est en gros, tu vois des dindons dans un champ, puis tu vas toquer à la porte du monsieur, puis le lendemain, tu reviens. Mais tu vois, c'est une négociation. Comment ? C'est ça. Tu peux pas le. Le mec, il va dire c'est mes dindons, c'est mon territoire. Et ça se trouve, il est nourri en plus, tu vois. Il leur met des graines, des pailles et tout. Peut-être. Alors souvent, ils veulent les sortir. Les propriétaires terriens ont tendance plutôt à chercher à les éloigner, donc faire venir des chasseurs. Parce que, en fait, ça fait ils mangent tout. Hein. Ouais, ils bouffent tout, puis ils grattent, ils cherchent les graines et tout. Puis on croirait pas, mais c'est des gros oiseaux. Oui, c'est énorme. C'est vraiment des grosses bêtes. L'orignal, ça doit être bon. Ouais. L'orignal. Ah, c'est divin. L'orignal, c'est une des meilleures viandes que je connaisse. Ça et le chevreuil. Le cerf de Virginie et l'orignal, c'est les deux. C'est le roi de la forêt. Le porche de mon entrée, j'ai un énorme orignal, un très gros, un bon crâne, des bois des palettes d'orignal là à l'entrée de ma maison. J'ai fait comme un ranch chez moi en Hongrie là. Puis, oui, je me souviens, je vois des petites photos, c'est mignon. J'ai aussi j'en ai 3 en tout des orignaux. J'en ai un d'européen et 2 d'Amérique. Tu vois. Mais j'aime bien, mais j'en ai jamais mangé. Ah si, j'ai mangé de l'orignal de chez Ikea. Ils font de l'orignal en fumée. Nous, on a Ikea. Alors, je vais chez Ikea, je prenais je sais pas s'ils en font encore, peut-être avec les gauchistes, wokistes, il y en a peut-être plus. Mais j'aimais bien. Ouais, maintenant c'est des boulettes de graines. J'aimais bien mon orignal. Je mangeais mon jambon d'orignal. Tu vois, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est super bon l'orignal. L'ours, j'ai jamais mangé. J'ai mangé du tapir, des trucs comme ça. Bah écoute, si un jour tu viens ici, là, ça me fera plaisir de te régaler. Quand je suis en vélo l'été, je les vois. Mais on a les plus gros, on dirait des céréales. C'est les records. Oui, mais eux aussi, ils ont un peu des palettes, là. Ça fait des fourches, mais ils sont magnifiques. Pleines. Ils sont très gros. Hein. J'étais étonné. Avec un pote, il regarde un cerf. Mais c'est pas un cerf, c'est un daim. Et c'est énorme avec des taches. Les trucs, on a les plus gros ici. Quand on se balade moi, j'ai mon 4x4, je me fais des tours l'été. Je vais me baigner à la rivière. Ouais. Avec ton Raptor. Et souvent, j'en croise, tu vois. Et ils sont gros, ils sont beaux. Et j'en croise pas en France, tu vois. On en croise des fois en Allemagne, mais pas mal, et des élevages entiers. Des daims, il ne doit pas en avoir beaucoup en France. Je sais pas, en fait. Je le sais pas. J'ai jamais chassé en France, aucune idée. On a beaucoup de cerfs, tu vois. Et ici, on a beaucoup de daims. C'est variable. Et on est bien. Ici, on est bien quand même. Hein. C'est bien. Bah oui. Bon, attends, je vais fermer l'enregistrement. Je suis à 1h10. Bon, attends, on fait une espèce de conclusion. Bon, les amis, fin de discussion. Quel honneur, Fred. Merci de m'avoir partagé tout ça. Ça va être très utile à ma communauté, à la gang Chaloupe. Et en plus, t'es un gars de bois, là. T'as un rapport j'ai vécu dans les bois, moi. J'ai quand même vécu pas mal de temps. J'avais une maison dans les bois. Donc, la nuit, je partais avec ma bagnole, avec les copines, et on allait voir les animaux. J'ai même percuté des fois des sangliers, des trucs comme ça. Les pauvres, tu vois. Ouais, c'était sympa. Moi, j'aimais bien. J'aime bien les bois. J'allais me faire des balades, des fois même nocturnes, dans les bois. C'est interdit. Mais bon, c'était mes bois. Alors, dans mes bois, j'ai le droit. Bon, une balade nocturne, c'est légal. En France, t'as pas le droit. De balader la nuit. T'as pas le droit d'être dans la forêt la nuit. C'est une infraction. Sauf si c'était ok, j'ai bien fait de. Te barrer parce que c'est un pays de non-liberté, la France.
Ah ouais, c'est terrible. Ça c'est ce que je reproche à ce pays-là. Vous n'avez pas le droit d'être dans les bois la nuit, il faut rentrer, monsieur. Ah bon. Fous-moi la paix, là. Parce que juste le chasse-pêche, pour moi, il y a un rapport à la liberté. Si t'as ta forêt, tu vois, moi, genre, là, je suis en Hongrie, mais j'aimerais bien peut-être acheter une petite maison en France, dans une zone pas beaucoup peuplée. Ils appellent ça la diagonale du vide, tu vois, vers la Corrèze, Aveyron, j'y ai vécu, je sais. Haute-Vienne. Non, plus dans le sud, tu vois, où c'est des collines, Rocamadour, tout ça, t'as des trucs qui sont géniaux. Tu peux te prendre, c'est des collines boisées, voilà, avec l'Ardèche ou quoi, des fois des causses, et avec des cascades, avec tout ce que tu veux. Il y a des animaux, il y a tout ce que tu veux. J'aimerais bien avoir une maison moyenâgeuse ou relativement vieille, ou pas forcément, mais bien solide, ça vaut pas cher, dans une zone comme ça pour pouvoir profiter de la bouffe locale. Et de la forêt et de l'espace, parce que ce qui a beaucoup de valeur pour moi, ce qui va avoir de la valeur plus tard, c'est l'espace, parce que vous n'en manquez pas au Canada, hein, et particulièrement au Québec, et nous, en France, on en manque beaucoup. C'est l'espace où tu peux être 100 personnes avec personne autour de toi qui te fait chier, hein. Tu vas sur la Côte d'Azur ou ailleurs, en France, c'est rempli, c'est une surpopulation. L'horreur. Et ça, ce besoin de moi, je peux plus ça, vraiment. Tu vois. Et ça va valoir très cher plus tard, le fait d'avoir ces bois et son territoire de forêt qui te rappellera qui tu étais, quels étaient tes ancêtres et qui tu es vraiment. Tu vois. Eh ben, on peut conclure là-dessus. Quelle belle conclusion. Merci Fred. Et j'espère un jour pouvoir réavoir une discussion, peut-être pour pousser un peu plus. En l'occurrence, cette vidéo va être nécessaire à la chaîne, j'en doute pas une seconde, va être très utile, je veux dire. Fait que, on se revoit pour d'autres aventures, Fred. Je te ferai un burger douce si tu viens au Québec. Et si vous le connaissez pas, les amis, si vous connaissiez pas Frédéric Delavier, faites-moi le plaisir d'aller vous abonner à ses réseaux, d'aller acheter ses livres. Je pense que je vois derrière l'éveil des consciences. Je l'ai lu, exceptionnel, très bon bouquin. C'est la base, Frédéric Delavier. Pour comprendre qui on est et pourquoi on est des chasseurs, je suis le seul à tout traiter. Hein. C'est dedans. Hein. C'est vraiment. Pour conclure, on pourrait se faire une photo miniature. Est-ce que tu me ferais pas un double biceps, Fred? Voilà, parce que monsieur est philosophe, mais attention, il n'est pas que philosophe. Voilà. Tinte, ouais, le chaloupe gang. Bon les potes, retour dans le bois. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné un petit peu matière à penser. Mais c'est pour ça que j'invite sur ma chaîne des gens de qualité qui ont des choses à dire, qui ont un petit peu un domaine à apporter. Parce que si on peut prendre un petit peu de hauteur, hein, élever le débat comme dirait l'autre, et ben ça va pas nous faire de mal. Pensez à vous abonner, hein, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu pour le référencement et surtout à blaster l'espace commentaire. Là je sais que cette vidéo va faire jaser, je compte sur vous les gars, tapez-vous dessus, tapez-moi dessus, je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Allez les gars, je vous aime, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao la gang.